Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Voici les radios pirates news avec Jeff. Jerry, Mr. White, on est rendu au numéro 2 des radios Pirate News d'aujourd'hui, jeudi. Deuxième bloc où, écoute, il y a tellement de petites choses aujourd'hui, c'est extraordinaire. Puis en plus, on va se le dire, congé lundi, semaine hyper belle de température. On a comme l'impression. Je sais que c'est le retour à l'école pour bien du monde, puis c'est le retour aussi au travail pour d'autres, parce que l'été, c'est souvent un peu plus léger. On dirait qu'à partir de la fête du travail, c'est là que ça part. Mais avouez que cette semaine, ça a été une semaine. Ça a passé vite en tabarnache. Vraiment, vraiment, vraiment passé vite. Donc, on est chanceux, on est content. Puis, je pense qu'on va avoir un bel automne. Je pense qu'on va avoir un gros automne. Je pense que le nombre de sujets qui s'en vient. Je pense que mon feeling à moi, c'est que un des gros. Je sais qu'on a des élections municipales qui s'en viennent, je sais. Puis je sais que les élections municipales, c'est des services de proximité, puis je sais que c'est très important, puis probablement beaucoup plus important que le fédéral. Mais je pense que le nerf de la guerre des prochaines semaines, ce sera encore le Canada et les États-Unis. Donc, je pense que Carney aurait parlé avec Trump hier, de ce que je comprends. Mm-hmm. Ils ont des petites affaires à regarder. Ils disent, on a des choses à jaser. Oui. Moi, je pense que le gros du sujet de l'automne, très différent du printemps, parce que moins d'émotions. Je pense que les gens, je sais qu'il y a beaucoup de haine, mais dans le fond d'eux-mêmes, les gens sont en train de réaliser tranquillement toute la folie dans laquelle on a perdu la tête au cours des derniers mois. Puis que là, la réalité est en train de nous frapper de plein fouet. La vraie histoire est en train de nous frapper de plein fouet. Il y a d'énormes défis en passant à travers la boule. Moi, vous savez que toutes les histoires de guerre commerciale, Tiger, on se calme un peu. Toutes les histoires de guerre commerciale, de tarifs, tout ce que tu veux, moi, je garde c'est quelque chose que je comprends 0,0000. Mais c'est là. Comment ça va finir? J'en ai aucune espèce d'idée. Moi, je pense qu'on joue avec une genre de bombe nucléaire. Il faut juste voir le regroupement Chine, Russie, Inde. Bon, ils ont évité le clown de la Corée du Nord. Là. Bon, c'est ça. Là. Il n'y a pas d'affaire là, ben. Là. Mais juste de voir que les deux pays les plus populeux au monde, dont l'Inde, est en train de tourner le dos aux États-Unis, et de voir que c'est fuelé par des gens un peu bizarres. Là. On s'entend que Poutine, ça n'a pas été fort. Là. Depuis la rencontre en Alaska, il est venu ici, il a joué à comédie. Depuis qu'il est retourné, c'est attaque par-dessus attaque. On a l'impression qu'on est plus loin d'un accord qu'on l'était il y a 3 semaines et demie. Donc, qu'est-ce qui se brasse véritablement? Bien, ils sont en train de diviser le monde en deux. Et ça fait longtemps qu'ils rêvent. Ils sont en train de diviser le monde en deux. Et il y aura des conséquences économiques à tout ça parce que probablement que ces gens-là vont délaisser le dollar. C'est probablement déjà fait. Et il y a quelque chose qui va faire que l'économie mondiale va changer suite à tout ce qui se passe. Les guerres, donc les guerres territoriales, les guerres et aussi les guerres commerciales. Tout ça, là, ça va. Donc, si vous me posez la question, pour moi, c'est simple à comprendre. C'est nous contre eux. Pour moi, c'est pas d'autre chose que ça. Là. Nous, tu veux dire l'Amérique? Je peux même embarquer l'Occident, si tu veux. OK. Mais contentons-nous de l'Amérique du Nord. Si les Européens, à un moment donné, s'enlèvent les doigts dans le nez,
puis qu'on commence à gérer comme du monde, puis à arrêter de poursuivre du monde qui écrivent des choses sur Internet. Ça, c'est un des sujets. Ça, c'est un des sujets de la semaine qu'il faut que je vous parle dans les prochaines minutes. C'est complètement crazy ce qui s'est passé. Mais tu sais, il y a un énorme défocus en Europe sur un paquet d'affaires. Si un jour ils veulent se joindre à nous, ben, il ne sera pas trop tard. Mais c'est pas le Canada qui doit se joindre à l'Europe. L'Europe est mêlée comme sont mêlés comme un paquet de clous. OK, tu ne te joins pas à l'Europe, là. On en parlait avec Joe Hamel cette semaine. Là. L'Europe, Non, ça ne marche pas. L'Europe sont à un pied de tomber en bas du crâne. Donc, c'est pas la gang. On va les inviter à un moment donné quand ils vont être focus. Mais c'est pas à nous autres. En ce moment, c'est les États-Unis, les alliés économiques des États-Unis, contre la Chine, la Russie, et peut-être que l'Inde est en train de se joindre à eux. C'est beaucoup de monde, là. Beaucoup de monde. Donc, je reviens sur le thinking de Kevin O'Leary, qui répète sur toutes les tribunes, depuis le jour 1 de l'histoire folle qui s'est passée entre le Canada et les États-Unis. Ou les États-Unis. On l'a bien expliqué avec Yann Sénéchal hier. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas. Si vous êtes dans l'acier, si vous êtes dans l'aluminium, si vous êtes dans le bois d'œuvre, il y a des choses qui vous touchent pour vrai. Mais tout le reste, il n'y a pas de tarif pour les entreprises, les PME, les entreprises canadiennes qui exportent aux États-Unis. Par contre, tout ce qu'on a besoin des États-Unis, jusqu'à avant hier, tout ce qui arrivait, même qui était dans l'entente de libre-échange, eh bien, nous autres, on a mis un contre-tarif à quelque chose qui avait déjà une entente. On a été voyous, là. On a été très, très voyous. On a fait semblant, pourtant, on est une société de droit, on a fait semblant qu'il n'y avait pas d'entente. Et on a tarifé des choses qui étaient dans une entente. Probablement que quand ils les ont enlevés, c'est que quelqu'un lui a dit « Man, j'ai pas tarifé. En fait, je tarife rien du Canada. » Ou presque. Il n'y a rien. On est le pays le moins tarifé sur Terre. Parce qu'on est protégé par l'entente de libre-échange. Et on a tellement réagi en innocent qu'on a été, en anglais on dit rogue, on a été rogue dans le sens que on a été des voyous. Enfin, le bon terme français, c'est voyous. On a pris une entente signée, puis on a déchiré cette entente-là, puis on a commencé à mettre des tarifs et des taxes sur tous les produits qui rentraient des États-Unis. Et il y a une confusion totale. Hier, j'étais avec des gens d'affaires et on nous expliquait qu'il y a des modèles BMW qui ne rentrent pas au Canada en ce moment parce qu'il y avait une surcharge de 25 %. Et la personne qui me disait ça, qui était mon ami Jasmin, me disait « C'est à cause des tarifs de Trump. » Ben, je dis « Ben non, ce qui rentre et qui est tarifé, c'est pas Trump, c'est Carney. » Ouais, OK, là, après réflexion. Oui, c'est vrai, OK, c'est Carney. C'est pas Trump. Les voitures qui sont faites aux États par BMW en Caroline et qui sont shippées sur un camion puis qui montent au Canada, le 25 % qu'il y a à la douane jusqu'à lundi, c'était Carney. C'était pas Trump. Donc là, on a fait quoi? Ben, il y a un paquet d'entreprises qui sont dans la marde. Il y a un paquet d'entreprises qui sont dans la marde. Un paquet d'entreprises qui ont eu de la misère avec nos tarifs qu'on a imposés à nous-mêmes. Donc là, on s'est affaibli à un point tel que notre économie est dans un début de récession qui est quand même assez grave. On parle d'une diminution de 1,6 % du PIB. Donc, ça veut dire que notre économie s'est rapetissée dans les dernières semaines et derniers mois. Ce n'était pas arrivé depuis des années. Ben, c'est arrivé pendant la COVID. On enlève la COVID. Non, parce que la COVID, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. OK? Mais outre la COVID, ça faisait 10, 12, 15 ans que ce n'était pas arrivé. Et le plus grave, c'est qu'habituellement, quand ça nous arrive, nos voisins sont dans le même trend. Mais les États-Unis, eux, ont eu une augmentation de leur économie de 3,3 %, qui est énorme.
Tu sais, en haut de 2,5, en haut de 2, c'est énorme. Donc, ils ont eu ça, 3,3. Et le mois d'avant a été réajusté plus haut encore que c'était initialement. Et tandis que nous autres, donc on a 5 points d'écart. Donc, notre économie rapetisse et la leur explose. C'est nos voisins. Là. Et pendant ce temps-là, les Chinois sont en train de s'organiser avec la Russie et l'Inde pour faire un genre de gros joueur économique qui va devenir la grande puissance du monde. Kevin O'Leary l'a dit. Là. À l'avenir, ça va être nous contre la Chine. La Chine ou le groupe chinois, appelez ça comme vous voulez. Là. Donc, nous, c'est qui? Ben, c'est nous. C'est nous, l'Amérique du Nord. Le Mexique, c'est une patente. Le Mexique, c'est le cartel. Tant que c'est les cartels qui mènent, on ne peut pas les entrer comme du monde, comme on voudrait, dans cette gang-là de gens sérieux. C'est les cartels. DeSantis l'a dit hier. DeSantis a dit, la fille qui est là est bien fine. Mais c'est la mopette, c'est la mopette popette des Mexicains. Là. C'est la femme de ménage. Là. C'est elle qui clean tout pour être sûr que les polices ne fouillent pas trop puis que c'est la femme de ménage qu'on a envoyée là pour cleaner à place pour que les cartels opèrent le Mexique comme ils l'ont toujours opéré. Là. C'est ce que DeSantis a dit hier à TV. Tu as une grosse chaîne, donc on s'entend qu'ils le savent. Là. Il parlait du fentanyl, entre autres. Comment est-ce que le fentanyl rentrait à toute la patente? Donc, c'est pas un pays qui est encore sérieux, mais je veux dire, on est quand même des alliés. Mais un jour, ils vont se joindre à nous autres. Un jour, le Mexique va devenir un pays sérieux. J'ose croire. Mais pour l'instant, le Canada, c'est un pays qui, on pensait sérieux. Donc, à côté, ces États-Unis, il est encore assez sérieux pour être un partner. Il faut se joindre à eux autres. C'est lui le gros sujet de l'automne. Il faut, parce que là, on le voit, là. On est en période d'austérité. Pendant que Trump annonce des paquets d'investissements de grosses compagnies, 100 milliards, là, 500 milliards, 1 trillion. Après ça, les usines, l'autre affaire qui rouvre, la patente de chips. On fait des tuyaux, on envoie du gaz naturel à tel pays. Puis le gaz naturel qu'il envoie, il y a une partie de ce gaz-là, qu'est-ce lequel? C'est le nôtre. Puis nous autres, on n'en envoie pas. Donc, celui qui fait le plus d'argent sur notre propre gaz naturel à le vendre à tous les pays du monde en ce moment avec le conflit qu'il y a sa boule, c'est les États-Unis d'Amérique. Et une grosse partie du gaz naturel qu'ils vendent, il arrive de chez nous. Ils font le gros profit par rapport à nous avec notre propre gaz. On est-tu innocent? Donc, Kevin O'Leary le dit, il va falloir que les têtes plus froides gagnent. Il faut absolument suivre le plan de Kevin. Il faut se joindre. On va le garder, le pays. On va le garder. On va garder notre drapeau. On va avoir un genre de semblant de premier ministre, un genre de patente. On enlève la Banque du Canada. On enlève le dollar canadien. On enlève les passeports. Les frontières sont ouvertes. Notre économie est intégrée. Il n'y a plus aucun tarif. Il n'y a plus aucune règle qui tient entre toutes les provinces et les États américains. Puis boum, on se met à fonctionner, puis on s'en va s'attaquer à la Chine. Le BRIC. On va s'attaquer au BRIC, qui inclut le Brésil, puis une couple Russie, de pays. Inde, puis la Chine, puis des pays bizarres. C'est lui le gros sujet. Oui. C'est lui le gros sujet. Puis il faut que les Québécois qui ont voté Carney allument. Hier, là, c'est... Ce qu'il vous a dit hier, là, ce qu'il a dit hier, il a dit, là, on s'en va vers l'austérité. Pendant que Trump annonce que les Américains investissent partout avec des compagnies qui font des investissements records, les Apple de ce monde, les ci, les ça, bien, nous, on va être en période d'austérité. Et les seules choses dans lesquelles on va investir, c'est de l'armement. Je ne sais pas pour quelle raison, pour décarboniser l'armée canadienne, pour on va mettre des milliards là-dedans. Puis ça va être une drôle de patente, là. Et le message qu'il vous envoie, c'est que vous avez voté pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Puis qui ne sait pas trop quoi faire. En fait, il sait quoi faire, mais il n'aura jamais le courage de le faire. Puis la seule affaire comment on peut le faire, c'est que on s'intègre aux États-Unis, puis c'est là où on va devoir revoir toute notre fiscalité, toute la grosseur du gouvernement, tout notre côté socialiste, tout notre côté de trop à gauche.
Parce que tous les États et les pays de gauche sont en train de s'écraser. À partir de la Californie, à partir de certains États du Nord-Est américain, le Canada, l'Europe. Tout est en train de s'écraser. Parce que si on a eu une baisse de 1,6 % au deuxième trimestre, parce que ça, c'est sur un trimestre, là, on peut avoir une autre baisse au prochain trimestre. Ben oui, moi je pense que oui. Oh oui. Ouais, mais t'as peu, là. Ben, À un moment donné. Je pense que le 1,6, c'est un mois, puis c'est annualisé. Là. OK. Je pense que c'est pas un trimestre. OK, je pensais que c'était un trimestre. Non, je pense que c'est le mois OK, de... c'est le. T'as peu. C'est le mois de juin. Je pense que c'est juin qui a baissé de 1,6. 1,6 % en rythme annualisé au deuxième trimestre. OK, deuxième trimestre. Ouais. OK, parfait. Donc, ça prend 2 trimestres pour être en récession. Oui, c'est ça. Ouais, mais aujourd'hui, c'est plus les mêmes calculs. Non, regarde. Parlez à n'importe qui. Tu sais, parlez à n'importe qui, c'est incroyable. Juste, il va falloir que les gouvernements fassent un gros thinking sur tout ce qui se passe. Gros thinking. Hey, savez-vous que les concessionnaires Toyota et les concessionnaires Honda sont en train quasiment de se demander s'ils vont faire encore des affaires au Québec et au Canada? Savez-vous pourquoi? Ils n'ont pas de char. C'est une affaire parmi 1 million d'affaires. Là. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Comment tout un paquet de décisions est en train de crisser notre économie dans le mur. Eh bien, voilà pour un bout. Ça, c'est notre... On a fait quasiment 2 heures de Radio Pirate News aujourd'hui. Ça, c'est un des bouts. On a un autre pour vous autres après la pause sur Radio Pirate Live. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. 100%. Jeff Filion. Voici les radios Pirate News avec Jeff. Hey, on vous offre un autre bout des Radio Pirate News. Comme on vous disait, plus de 2 heures de Radio Pirate News dans la version Prime de Radio Pirate. Aujourd'hui seulement. Et là, le prochain sujet, il vient de Spotted Service de marde. J'aime ça. Let's go. Oh oui, j'aime ça parce que on voit beaucoup de réactions là-dedans, puis des fois, ça nous surprend. Donc, voici le sujet Spotted de marde des Radio Pirate News. Bon, OK, allons dans Spotted de marde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est la vraie vie, là. Ben, ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est vrai. Dans Spotted de marde, il y a 2 affaires. Il y a la madame qui écrit que c'est dégueulasse. J'arrive d'acheter à la pharmacie mes tampons et les serviettes sanitaires, les produits d'hygiène sanitaire pour les femmes devraient être gratis. Oui. Bon. C'est essentiel. Je ne sais pas combien on est rendu de commentaires, mais en 1 heure, il y avait quasiment 1000 commentaires. Elle n'a pas nommé les hommes, par exemple. En tout cas. Ouais, ça, c'est un peu décevant. Elle n'a pas été inclusive, mais ben, on va le dire. Pas inclusif du tout. Pas inclusive du tout. Mhm. Mais j'ai adoré parce que Service de marde fait une job pas pire. Spotted Service de marde fait une job pas pire parce que moi, comme recherche, Oui. il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Tu peux gager un paquet d'affaires là-dedans. J'ai aimé le gars qui a dit ben oui, pour les tampons pour les femmes, mais la bière pour les hommes aussi. Ouais. Oh, oui, c'est Oui. essentiel. Ben oui, c'est essentiel. Si tu veux qu'un homme soit de bonne humeur tout le temps, tu lui payes de la bière. Le gouvernement, il paye de la bière. Taxé à l'os. Endetté. Regarde, il n'y a rien qui n'arrive pas, là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On en rajoute une couche. Ces gens-là ne font pas le calcul que leur boîte de tampons que le gouvernement va leur donner va leur revenir à 100 piastres. Oui, Ils prennent la boîte de tampons. Dans leur tête, la boîte de tampons est gratis. Elle ne peut pas être gratis. Ils font un pont gros comme ma main qui devrait coûter ailleurs maximum 150-200 millions. Et il va coûter 2,7 milliards. Vous pensez toujours bien pas que la boîte de Tampax n'est pas à 100 pièces? Ben oui, elle est à 100 pièces. Ils ont acheté des masques
pour des centaines de millions. Ben oui. Des masques qui coûtaient 2 cents du masque qui finalement nous revenaient à 1,20 $. Parce qu'ils se sont mis à paniquer. Pensez-vous qu'il y a des entreprises qui avaient besoin de masques, qui ont payé des masques 1,20 $ quelque part, ça boule, vous autres? Donc, quand tu vois ça, tu te dis, des fois, je ne sais pas pourquoi les gens pensent que quand c'est le gouvernement, c'est vraiment gratuit. Non, quand le gouvernement embarque quelque part, c'est 5, 10, 20 fois, 30 fois plus cher que qu'est-ce que vous payez en ce moment. Demandez-leur des baisses d'impôts, demandez-leur des baisses de taxes, puis payez vos fucking boîtes de Tampax. C'est lui le meilleur deal. Le meilleur deal, c'est que vous payez vous-même vos boîtes de Tampax avec moins de taxes et moins d'impôts. Moins ils vont en avoir, moins ils vont payer 5, 10, 20, 30 fois le prix des choses qu'ils payent. Tout ce qui touche, incluant la boîte de Tampax qu'ils vont vous donner, c'est crissement plus cher que ce que je n'avais jamais entendu comme prix. C'est triste de voir ça. Au moins, dans Spotted de marde, les gens lui ont fait comprendre ça. Ça m'a donné un peu d'espoir. J'étais content de lire ça. Que les gens comprennent que quand le gouvernement te donne quelque chose, c'est probablement la chose la plus chère que tu n'as jamais eue pour la même affaire que tu as déjà payé. Tu as l'impression que tu as payé 0, mais dans les faits, quand on gratte, finalement, ta boîte t'a coûté 100$. Si vous avez des avocats qui s'occupent de votre divorce, n'acceptez jamais d'aller les rencontrer et manger une boîte de poulet dans la salle des conférences. Hey, chérie, parlant à sa nouvelle blonde, en instance de divorce avec son ex-femme. Mes avocats nous invitent à jaser de mon dossier. Ils nous invitent à manger un petit poulet à la salle de conférence du bureau d'avocats. Ouais, ils nous payent le dîner. Ouais. Ils nous payent le dîner. Ils nous payent le dîner. Ouais. La boîte de poulet est à 4 000. Quand le bill arrive, c'est pas marqué boîte de poulet. Mais je peux te dire une affaire. Dans le bill de 5 700 qu'il vient de recevoir, oui, il y a 600$ de poulet. Il y a 600$. Ah, c'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça. Puis, Yes. il a fait l'erreur de leur demander une bouteille d'eau. Ah oui, il y avait 2 avocats, Non. il y avait une assistante, puis il y avait 2 boîtes de poulet pour lui et sa nouvelle blonde. Oui. Donc, il y avait 5 boîtes de poulet. Il y avait lui qui était à 250$, lui était à 150$, puis la fille qui est là est à 75$. Puis ils ont mangé pendant 2 heures de temps. Tiens-toi. Le poulet le plus cher en ville. Tu sors de là, hey, tabarnache, ils m'ont payé le poulet. Ah ouais. Mais la boîte de Tampax, c'est la même affaire. OK? Écoute, ça faisait 1 heure. Et il y avait 1300 réactions. Puis c'était tous des bonhommes sourires. Donc le monde riait. On voulait dire, voyons, c'est boire. Non, ça, c'est pas ça. Non, ça, c'est un autre, parce que j'en ai un deuxième Spotted service de marde. Ça aussi, ça fait réagir hier. C'est peut-être pas tout vrai, là. OK. Ça se peut, là. Moi, je pense que le gestionnaire de la page, il s'amuse pas mal. Oh. Mais c'est correct. Ben oui. C'est ce que c'est. Ça fait réagir le monde. Donc, voici sur Spotted de marde. Mon fils s'est fait confisquer son cellulaire aujourd'hui. Et en revenant à la maison, il m'a dit qu'on ne lui redonnerait pas avant vendredi. Ça n'a aucun bon sens. En plus, il l'utilisait à l'extérieur. Mm-hmm. Demain soir, je débarque à l'école et ils vont me le rendre. Ils n'ont aucun droit de le garder pour une si longue période. Là, je me suis dit, ça, c'est too much. Ça c'est arrangé avec le gars des vues. Mais c'est pas grave. Non. C'est pas grave parce que ça part une discussion. Et encore une fois, les gens... En tout cas, dans la page Spotted Service de marde, les gens qui sont là sont pas pires. Ils disent, écoute, les règles sont claires. C'est ni dans la classe, ni dans l'école, ni around de l'école. Les règles sont claires. Puis les règles, c'est... Alors que des profs disaient justement depuis une journée ou deux, « Hey, les jeunes sont vraiment bons avec les histoires de téléphone. » Hey, j'ouvre une parenthèse. Je suis contre la règle. OK? Pourquoi tu es contre?
Parce que je pense pas que ça devait être une loi ou une règle du gouvernement. Je pense que ça devait être géré en premier par les profs. Bon, les profs sont pas tous capables d'avoir la colonne vertébrale de gérer une patente de même. OK, bon. Si c'est pas les profs, la direction de l'école. La direction de l'école. Hey, moi, je dis encore, mes filles sont allées au SSF. Luc Savoie. Luc parle fort. Luc était méchant. Les filles, quand ils voyaient Luc arriver, ils arrêtaient de manger de la gomme parce qu'il n'avait pas le droit de manger de la gomme. Et là, si Luc te pognait avec de la gomme, il y a des push-ups, là. OK. Ben oui. Dans le corridor, tout? Ben oui. La seule qui avait le droit de manger de la gomme un peu en cachette, Non. c'est Élie Maude. Parce que Élie Maude, Luc sait que Élie Maude, c'est la nièce à Jeff. Donc, Élie Maude, elle me disait, ça me passait, elle dit, moi, Luc, elle dit, des fois, je mangeais de la gomme en cachette, puis je me faisais pogner par Luc, puis il me disait, faisais un clin d'œil. Mais pas mes amis. Ouais. Non, mais Luc, c'est un personnage. Donc, il a pris sa retraite cette année, il est encore là pour quelques affaires, mais c'est M. Boisvert qui va prendre la relève. Et les règles, les autres, mais écoute, mes enfants ont 23, 21 ans. Les cellulaires étaient là quand ils sont arrivés au secondaire. Et il n'y a pas de cellulaire. Ils n'ont pas eu besoin de Bernard Drinville. Ils n'ont pas eu besoin de... Ils n'ont pas eu besoin de la CAQ pour dire les cellulaires dans l'école, c'est non. Si jamais on fait pogner qu'un cellulaire, on l'enlève 2 jours, on le met dans une petite boîte. Il n'y a pas un parent qui a été voir « Hey, tabarnak, t'as enlevé mon cellulaire. » Non, c'est that's the way it is. C'est ça la règle. Donc, je suis pour les règles, mais je suis pour les règles soit des profs ou les règles de l'école. J'haïs le gouvernement. J'haïs les lois du gouvernement. J'haïs les règles du gouvernement. C'est ça que j'haïs. Mais je comprends l'histoire du téléphone. C'est une nuisance à l'école, à moins que dans un travail quelconque ou dans un cours quelconque, tu as besoin de ton téléphone pour faire des recherches, n'importe quoi. Mais ça, c'est le prof qui va décider à ce moment-là. Est-ce qu'il a la liberté de faire ça maintenant avec la règle du gouvernement? Je ne le sais pas. Mais j'ai aimé les commentaires des gens. Parce que les gens disent « Hey, Chris, les règles sont les règles. Puis arrête de défendre ton kid. Il savait exactement vers quoi il s'en allait. Il mérite. Puis garde, prends ta pelule, avale ta gomme. Puis il y aura son cellulaire pour la fin de semaine, puis ferme ta boîte. » C'est ça, en général. Je ne sais pas si le post est vrai. OK, je ne sais pas. J'ai des doutes sur le post, si le post est vrai. Je pense qu'il y a des posts là-dedans qui sont mis juste pour faire réagir, mais ça marchait. Je ne sais pas à combien il est rendu, lui, là, mais en 1 heure, il y avait 1300 réactions en 1 heure. Puis j'ai été surpris, parce que des fois, tu sais, dans l'époque un peu mollasson où on est, j'aurais pensé voir des commentaires « Ouais, gang de cave, gang de... » Non. Les gens comprennent maintenant que les parents doivent arrêter de toujours prendre pour leur enfant. On les aide pas. On n'aide pas les profs, on n'aide pas les écoles, puis on n'aide pas nos kids. Donc, vive le cellulaire, le post du cellulaire, comment que tu m'avais dit que tu avais de commentaires, toi? Pas de commentaires. J'avais 1300 réactions en 1 heure. Tu sais, des bonhommes sourires, des gens qui font un thumbs up, des patentes de même. Moi, je suis rendu à 2900. 2900? Puis commentaires, 4300. Arrête! Ah! 4,3 K, là. Hey! Wow! Hey, c'est du commentaire en crise. Ben oui! Là, on parle de quelque chose qui a été mis il y a 15 heures. Exact! Alors, j'aime ça, moi. J'adore ça. Oh, ouais. Toi, Jerry, qu'est-ce que tu as gardé de ton bord? As-tu quelques nouvelles? Ben oui, j'ai des nouvelles certaines. Toi, t'as toujours des petites nouvelles. Ben, il y a un drame. Hein? Drame au Portugal. Oui. Ben oui. Ah, il faut, OK. Le funiculaire. Ah, il y avait un des funiculaires, parce qu'il y en a... En réalité, il y en a 4 à Lisbonne, mais il y en a 3 gros. Là. OK. Donc, il faut connaître un petit peu la ville de Lisbonne. C'est une ville qui est bâtie sur 7 collines. La manière que la ville est bâtie, c'est assez spectaculaire quand même. C'est très, très collineux. Donc, beaucoup de rues en montant. Tu sais, des fois, tu as 200 mètres de rues en montant. C'est pas évident. Donc, et depuis les années, fin des années, dans quoi, 1880 ou dans ce coin-là,
il y a des funiculaires qui se sont installés là. Au début, c'est capoté parce que au début, c'était des funiculaires qui marchaient avec un système d'eau. Donc, tu enlevais de l'eau d'un bord, l'eau se remplissait de l'autre bord, puis là, ça faisait monter le funiculaire. Tu sais, à l'époque, il y avait ça. Là. Puis c'est devenu électrique par la suite. Là. Puis là, hier, le drame, mais c'est un drame terrible. Là. Le funiculaire a lâché. Le Gloria qu'il appelle, là, il a lâché. Donc, c'est quoi? Je ne sais pas si on sont rendus à 17 morts. Donc, un Canadien. Ça, c'est toujours important dans la nouvelle. Ben, c'est une place. L'affaire, c'est que c'est sûr qu'il y avait des touristes dans le funiculaire. C'est sûr que la moitié du monde était des touristes. C'est pas quelque chose de 9-9 non plus, là. Non. Donc, ça a un peu de... Ben, c'est sûr qu'il y avait de l'entretien avec le temps, mais là, c'est le câble qui a lâché. Mais ça veut dire, les raisons, c'est quoi? L'entretien, le ci, le ça. Moi, je suis pas très funiculaire. Peux-tu vous conter une anecdote? Vas-y donc. Parce que je suis allé Moi, voir... en tout cas, une chose est sûre, si j'embarque dans le funiculaire, j'embarque pas en même temps que toi. T'as-tu pris lui à Québec déjà? Qui ça? Le funiculaire qui est à Québec. C'est place royale jusqu'en haut. Mon anecdote est là-dessus, OK? À un moment donné, j'étais avec un de mes frères, parce que là, je viens de regarder la date, là, c'est 1996. Un peu plus tôt dans l'année de l'année 96, parce qu'il y a eu un accident au funiculaire de Québec le 12 octobre 96. Oui. Durant l'été, un de mes frères qui reste à l'extérieur de Québec vient à Québec, puis il me dit « J'aimerais ça aller dans le Vieux-Québec. » Je lui dis « Parfait, va t'accompagner. » Bon. Il m'accompagne dans le Vieux-Québec. Un moment donné, on est à Place Royale en bas. On voit le funiculaire, parce qu'il y a un funiculaire, comme Jerry dit, qui monte au château. Oui. Là, il dit « Hey, j'aimerais ça embarquer là-dedans. » Puis là, moi j'ai pas peur des ascenseurs. Tu sais, je suis quelqu'un qui a un peu peur des hauteurs, mais je veux dire, je vais monter en haut de la tour du CN. Moi ce genre de patente-là, il faut que je sache qui l'opère. Mais moi, j'ai dit, moi, j'avais déjà embarqué sur le funiculaire, mais avant. Puis là, moi, j'ai dit, le funiculaire, là, j'ai dit ça de même, là. J'ai dit, je regarde comment c'est fait, là, parce qu'un funiculaire, c'est fait à angle, oui. Puis c'est comme un ascenseur extérieur, si on veut. C'est fait à angle, puis c'est monté avec des câbles. Là, j'ai dit comme ça, j'ai dit, moi, je regarde ça, là. Puis quand on le regarde, il est en train de monter. J'ai dit, on dirait que ça me tente pas de prendre ça. J'ai dit, on va monter, ça prend à peu près 15 minutes de faire le tour. On va monter à pied, c'est ça. Ouais. Là, lui, il dit, OK. Puis là, il me traite de peureux un peu. Il dit, ouais, t'as peur de. Ben non, j'ai pas peur. On dirait que je regarde ça, puis j'ai dit, je suis comme pas à l'aise. Puis c'est drôle parce que quelques mois plus tard, le 12 octobre, il n'est pas arrivé souvent d'accidents funiculaires à Québec, mais c'est arrivé là. Il y avait 16 personnes à bord. Le funiculaire, il est tombé. Il y a eu 2 morts dans le funiculaire de Québec. OK. En 1996, puis il y en a eu 8 sérieusement blessés. Puis je vois les photos de ça, c'est pas beau, là. Du monde, écoute, parce que quand ça tombe, ça tombe une roche. Tu sais, hier, les photos à Lisbonne, c'est pas beau non plus, là. Non, ça c'est pas tombe, beau ça s'écrase en bas, là. Puis là, tout le monde qui sont dedans, ils sont pas attachés, ils sont rien, Ben non, ils sont dans les c'est airs, là. Ils revolent dans les airs, puis tout, là. Non, c'est un gros accident. Puis si je me trompe pas, Jerry, c'est des vieux funiculaires, ça, là. Oui. Bon, oui, c'est des. Ben, l'affaire, c'est que c'est typique de la place. Il y a un côté historique de la place. C'est un peu comme le tramway à San Francisco. Là. Je veux dire, il y a comme un. Tu dis, le tramway à San Francisco, est-ce qu'il y a beaucoup de gens de San Francisco qui le prennent ou s'il y a un côté un peu comme touristique? C'est plus touristique. Bon. Ouais, c'est pas ça. Ben, oui, il y a du monde de la place qui vont y prendre, mais c'est pas. Il faut mettre le charme à l'endroit. Mais dans le cas de Lisbonne, c'est que les funiculaires, ils vont rester. Parce que les gens de la place l'utilisent. C'est pas tout le monde qui va monter 250 mètres, 300 mètres dans une rue en montant. Là. Les rues sont habitées. Là. Il y a des magasins, il y a des portes. Oh. C'est-à-dire, est-ce que ça va... Est-ce qu'ils vont changer les systèmes? Est-ce qu'ils vont avoir de l'entretien? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Là. Mais je pense que c'est une genre de compagnie privée qui s'occupait de ça. Il me semble. Donc, c'est un désastre épouvantable. Mais ça... La face, c'est que le Gloria, lui qui est tombé, là, il est très populaire parce qu'en haut, tu as possiblement une des plus belles vues que tu as en Europe. Quand tu vas en Europe, il y a des gens de belvédère. Il y a un belvédère, il y a un parc, puis il y a un belvédère, puis la vue que tu as, c'est incroyable. C'est une vue vraiment incroyable. Donc, c'est pour ça que ce funiculaire-là, qui partait d'en bas, qui monte jusqu'en haut, beaucoup de monde le prenait pour aller voir
Pour aller voir la vue, là, Christophe, si tu vas à Lisbonne, tu vas là. Ça, c'est sûr, pour une vue fantastique. OK, ben voilà pour les bouts des Radio Pirate News sur Radio Pirate Live d'aujourd'hui, jeudi. On lance le week-end tantôt. Et on a Yann Sénéchal un peu plus tard. Listen, radiopirate.com, Radio Pirate. Listen, radiopirate.com, Radio Pirate. Yann sans Frank. Hey, j'en profite. Je suis dans les oldies. J'en profite parce que je veux avoir ton... comme on faisait dans le temps, je veux avoir ton feeling sur l'économie en général, les chiffres qu'on a. Si je comprends, c'est passager, là, je comprends qu'on est en pleine crise puis ça ne durera pas 5 ans, cette crise-là, là, mais c'est quand même une grosse différence entre les États-Unis et le Canada. Puis on voit des... Tu sais, habituellement, ça arrive là, qu'on a des fluctuations qui sont un peu différentes entre le Canada et les États-Unis, mais généralement, on est pas mal dans la même vague. Sur l'océan, on suit un peu pas mal les mêmes vagues. Là, on est moins 1,6. C'est notre deuxième mois. Je comprends qu'on n'est pas en récession là, parce que ça prend plus de temps que ça. Mais je veux dire, la différence entre les États-Unis à 3,3 up et nous autres 1,6 down, ça veut dire que notre économie dans le dernier mois s'est rapetissée par rapport à l'année passée. C'est une grosse... en tout cas, de souvenir, peut-être que toi, tu vas me dire non, c'est déjà arrivé, mais c'est quasiment 5 de différence. C'est énorme. Puis on avait déjà depuis Trudeau, Yann, on avait déjà un 10 ans où il y a un écart qui s'est creusé pas mal grand entre les deux pays au niveau du PIB, du revenu disponible, etc. Un paquet de chiffres comme ça. Est-ce que c'est soutenable longtemps, ça, ces chiffres-là, ou il va falloir que ça s'arrange assez vite? Ah, c'est soutenable longtemps. Je veux dire, on a vu avec l'Argentine que tu peux creuser une tombe très, 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 très creuse avant que finalement le peuple se réveille. Là. Oui, exact. Est-ce qu'il reste de la place pour être médiocre? Tout à fait. On peut être médiocre très, 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 très longtemps encore. C'est pas tout rose non plus aux États-Unis, je te dirais. Il y a des affaires qui sont un peu tannantes. L'inflation tique par en haut. Fait que ça, c'est. Je veux dire, c'était quelque chose de contrôlé. Les taux d'intérêt n'ont jamais baissé aux États-Unis. Hein. Contrairement au Canada, il n'y a pas eu de baisse encore de taux d'intérêt de leur côté. Donc, c'est un peu surprenant. Parce qu'à date, là, Yann, il faut le dire, à date, là, les histoires de taux, pas de taux, mais l'histoire de tarifs, à date, la majorité des compagnies bouffent les tarifs, mais à un moment donné, ils vont les refiler. Ils les boufferont pas longtemps. Et ça, on le voit peut-être pas dans les chiffres. On l'a vu là, à 2,7, je pense. Mais il y a je pense que c'est le PPI, l'autre chiffre qu'il faut regarder. Là. Lui, on le sent qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est ça? Hein? Bien, c'est que plusieurs compagnies, dans le fond, les tarifs ont quand même été prévisibles, dans le sens que Trump avait annoncé ses couleurs longtemps d'avance. Fait qu'évidemment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont rempli leurs entrepôts à ce moment-là. Oui. Pour s'assurer d'avoir des produits. Parce qu'il y a beaucoup de transformations secondaires aux États-Unis. C'est pas juste du primaire ou du tertiaire. Il y a quand même beaucoup de transformations secondaires. Fait que tu remplis tes entrepôts, fait que tu règles le problème partiellement, puis tu te dis, si ça dure pas longtemps, je vais être correct. Oui. Fait que c'est probablement ça que plusieurs ont fait. Mais il y a une fin à ça, éventuellement. Il faut que tu recommences à acheter tes produits de l'externe qui, là, vont être soumis à des tarifs. Ou encore que tu changes ton fournisseur. Souvent, c'est ça qui va être fait. Donc, tu sais, s'il y a un tarif de 25 % sur tel produit qui sert dans la transformation de ce que tu fais, ben ça ne veut pas dire que le prix de ce produit-là augmente de 25 %. Peut-être qu'il va juste augmenter de 8 %. C'est juste que tu vas arrêter d'utiliser un fournisseur qui est dans un pays tarifé, puis tu vas prendre un pays qui est non tarifé ou peu tarifé, ou tu vas le faire à la maison carrément. Là. Fait que ces ajustements-là dans la chaîne de production, dans la chaîne de distribution, sont en train de se faire. Ils font augmenter l'inflation, le core inflation, présentement, dans une zone qui commence à être tannante un peu. Et c'est la raison, en fait, pourquoi la Fed ne voulait pas baisser ses taux d'intérêt depuis longtemps. Il disait on n'a pas les effets encore pleinement des tarifs qui sont dans l'économie. Puis là, on parlait de peut-être une baisse d'intérêt en septembre, quelque chose. Il y avait des probabilités que ça se fasse. Mais là, c'est ça qui est remis un peu en question. Là. Est-ce qu'on va être capable de le faire ou l'inflation va se pointer le nez? L'inflation, par contre, des tarifs, c'est pas une inflation qui est si persistante que ça. Pourquoi? Parce que les tarifs, c'est one-shot deal.
Donc, dans une année, on implante les tarifs, mais je veux dire, on n'implantera pas, on doublera pas les tarifs l'année prochaine. Oui, c'est ça. Ben, on va prendre notre intérêt d'aller avec le taux qu'il y a et le prix que ça coûte. Fait que d'un côté, la Fed va dire on n'a pas la pleine mesure de l'inflation à cause que les tarifs commencent, un phénomène comme on disait, les entreprises commencent juste à s'en servir des nouveaux tarifs ou des nouveaux fournisseurs qui ont dû prendre à cause des tarifs. De l'autre côté, par contre, je veux dire, d'un coup, ces ajustements-là sont faits, ben, tu n'auras pas d'autres nouveaux ajustements dans un an à faire. Ça va être fait. Donc, c'est un peu ça qui est ambivalent. Fait que on n'a pas la pleine mesure encore de ce qui se passe de ce côté-là, mais ça, c'est le watch qui est le plus tannant aux États-Unis, c'est celui-là. Le dollar américain qui baisse aussi par rapport à peu près à toutes les devises. C'est quelque chose qui met une pression aussi sur les coûts des biens des Américains, parce que c'est un pays qui est fortement importateur. Donc, c'est pas pour rien qu'il y avait un déficit commercial avec presque tout le monde. Là, c'est qu'il veut pas, il importe Mais beaucoup, Trump est un cheerleader d'un dollar plus faible. Donc ça... fait très québécois, Donald Trump. Oui, c'est ça. Il veut un dollar plus faible. Ça fait ce que le discours qu'on entend depuis qu'on est au monde. Là. Ça fait Jean-François Lisée. Exact. J'aime ça faire les parallèles avec le Québec parce que les gens ne se rendent pas compte comment ils voteraient pour Donald Trump au Québec. Ben oui, je sais. Moi, je le dis depuis toujours que le gars se présente au PQ puis il y a 120 sur 125 élus. Là. Le gars, c'est une méga star ici. Là. Exact. Fait que, non, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est l'autre aspect. Le dollar américain qui a baissé par rapport à beaucoup de devises en même temps, dont le dollar canadien. Le dollar canadien a remonté quand même un peu. Faut pas s'en cacher. Fait que ça a un impact qui est quand même négatif à moyen terme pour les États-Unis. Fait que, tu sais, c'est pas 100% rose. Ça reste, par contre, les États-Unis. C'est une terre de liberté. Je veux dire, l'Europe s'enfarge dans son socialisme. Le Canada est tout mêlé dans ses règlements qui n'arrêtent pas d'implanter d'un bord puis de l'autre. Quand même des bonnes nouvelles. Là, le elbows down de Mark Carney, c'est une bonne nouvelle pour les Canadiens. Je pense que c'est une des raisons. On dit qu'on veut négocier avec Donald Trump, donc on fait acte de bonne foi puis on enlève les contre-tarifs. Mais je pense aussi que Mark Carney se rend bien compte qu'il a nuit à l'économie avec ses contre-tarifs. Est-ce que tu penses que les prix vont descendre? Est-ce que ceux qui ont monté les prix avec les tarifs, avec les contre-tarifs, est-ce que tu penses qu'ils vont redescendre les prix comme c'était avant? Parce que souvent, ils disent ils ont l'air habitués d'avoir ces prix-là, on va les laisser là. Ben, écoute, c'est comme n'importe quoi. Là. Tu vas trouver définitivement des fournisseurs ou des produits où est-ce que les prix ne baisseront pas. Tu vas en trouver d'autres qui vont baisser. C'est quelque chose de plus fluide que ça. Là. On n'est pas... C'est dur de piner là, exactement quel va être le comportement standard, puis ce ne sera pas le même comportement pour tout le monde. Ça dépend évidemment du niveau de compétition d'un produit. Il y a toutes les affaires aussi de boycott qui se passent, que c'est encore en vigueur un peu. Tu sais, les niaiseries qu'on fait avec la SAC de ne pas avoir les produits américains sur nos tablettes. C'est un peu ridicule. Là. Puis ça, c'est le nouveau trend, un peu. On l'a vu avec pas Rob Ford, mais Doug Ford hier, qui a vidé sa bouteille de Crown Royal. Là. Tu fais, calif, man. C'est rendu de la politique spectacle un peu pathétique, toutes ces affaires-là. Là. Mais, tu sais, éventuellement, ça devrait enlever de la pression sur les prix canadiens. Le Canada, si son économie n'est pas plus dynamique que ça, si on s'en va vraiment vers une récession tranquillement pas vite, mais on va pouvoir anticiper d'autres baisses de taux d'intérêt. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est pas des bonnes nouvelles, les baisses de taux d'intérêt. Non. Les gens, tu fais ça quand ça va mal. Exactement. Fait que, présentement, c'est l'état un peu de notre économie. C'est un peu boboche. C'est une économie qui était ultra dépendante à l'immigration, dans le sens que la croissance du PIB là, nominal, pas le PIB par habitant, mais le PIB nominal, il y a une partie d'inflation là-dedans, il y a une partie d'augmentation de productivité et d'efficacité des entreprises, puis il y a une partie aussi de croissance démographique. Fait qu'une grosse partie des augmentations de PIB du Canada provenait de la croissance démographique, éventuellement. Oui. Mais le PIB par habitant, lui, stagne énormément. La fameuse courbe qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'il y a un écart qui se creuse avec les États-Unis depuis 2015, mais c'est le PIB par habitant, évidemment, qui est mesuré de ce côté-là. Fait que ça, c'est la pause. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne bien au Canada. L'économie est très, très, très peu diversifiée. Puis un manque de travailleurs dans plusieurs secteurs. Le taux de chômage est comme correct pour l'instant, parce que ça, c'est l'autre chose. Là. Pour l'instant, il n'y a pas de problème de chômage. Fait que c'est pas... s'il y avait récession, ce serait pas quelque chose d'extrêmement grave. Ce serait peut-être quelque chose d'un peu sain. La beauté d'une récession, c'est que ça élimine les mauvaises entreprises puis ça redistribue les ressources dans les bonnes entreprises. On l'oublie de le dire, mais c'est ça
le réel objectif d'une récession, c'est de faire un peu de ménage. Fait qu'on est overdue de notre côté. Mais on commence à sentir des... On en parlait cette semaine avec Joe Hamel. On commence à sentir du vent. Ça commence par l'Europe. Là. L'Europe est comme hyper endettée. Des économies touchées comme, entre autres, depuis plusieurs mois, l'Allemagne, qui a toujours été le moteur économique de l'Europe. Donc, il y a beaucoup de signaux. Puis après ça, rajoute à tout ce que tu as parlé des États-Unis. Puis, quand on regarde les pays du G7, il y a beaucoup de questionnements. Le mot stagflation revient à l'occasion. Est-ce que c'est... Puis ça, c'est probablement le pire mot qu'on peut entendre parce que ça implique beaucoup de choses. Est-ce que c'est quelque chose que, mettons, en tant que gars de finance qui regarde les portefeuilles de tes clients, ces affaires-là, c'est-tu quelque chose que tu regardes ou c'est des buzzwords qu'on lance de temps en temps juste pour essayer de... C'est des buzzwords. La stagflation est toujours quelque chose qui fait peur au monde, mais elle arrive quand même très peu souvent. Mais il y a une chose qui est sûre, le ralentissement en Occident est clair, net et précis. Puis ce ralentissement-là est auto-infligé. Ça vient beaucoup d'une surréglementation, ça vient d'une omniprésence des politiciens, d'une baisse du goût d'entreprendre pour les petits entrepreneurs. Fait que, tu sais, puis des hausses de taxation, évidemment, qui sont absolument pas à oublier dans toute cette histoire-là. Fait que, tu sais, c'est pas comme si le problème était vraiment difficile à régler pour vrai. Au niveau du gouvernement fédéral, si tu arrives, tu regardes ça, Mark Carney dit « Ouais, l'économie va pas bien, qu'est-ce que je pourrais faire? » Ben, il y a un seul mot qui peut régler le problème. Ça s'appelle déréglementation. Ben justement, l'histoire, là, on s'en va en 2026. Là. Je pense que c'est en juillet 2026. Là, c'est quand même loin, mais il va y avoir un genre de révolution là, quand on va renégocier l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Est-ce qu'on peut, ou on va retomber dans les mêmes patentes qu'on est là, ou on va avoir une espèce de révolution, quelque chose de frais, de neuf, d'ouvert. Un livre, finalement, beaucoup, ce que tu veux dire, c'est un livre plus mince. Ouais. Où on va retomber encore dans toutes nos estis d'histoire, puis on va être pris encore pour 20 ans avec ça. Là. Ben, en fait, les gens parlent énormément des tarifs, mais les comprennent mal. La réalité des tarifs entre le Canada et les États-Unis, c'est que c'est absolument insignifiant. 35 %, oui, mais ça s'applique sur combien de biens et services présentement? Pas grand-chose. Ben, les contre-tarifs, on ne respectait pas l'entente de... Je ne me rappelle jamais du nom, là, mais il y avait des choses qui étaient prévues dans l'entente qui ont été quand même tarifées, mais les États-Unis ne tarifent pas les choses qui sont dans l'entente. Donc, il reste un peu de stock, là. On a été belligérants. C'est la raison pourquoi Carney finit par les enlever assez rapidement, je pense. C'est pas juste que tu veux te faire une peau neuve pour la négociation avec Donald Trump, c'est qu'on respectait pas l'entente. À un moment donné, ces ententes-là, il y a des conséquences là-dedans. C'est ça. Tu as une signature, tu as une valeur. Sinon, c'est une société de droit. Là. À un moment donné, il faut que tu respectes les ententes que tu as signées. Exact. Puis toutes les fois que Donald Trump a impliqué des tarifs virulents envers le Canada ou le Mexique, mais finalement, tu te rends compte que ça ne s'est pas vraiment appliqué. Fait que là, officiellement, Donald Trump, il est passé de 25 à 35 % pour le Canadien, pour les Canadiens, mais en petit caractère sur les biens qui sont en dehors de l'entente. Parce que Trump va bien chialer sur nos produits d'agriculture et tout ça, mais il y a aussi des biens à l'intérieur de leur entente qui sont protégés de leur côté également. Au niveau du Mexique, l'approche est un peu différente. C'est report par-dessus report, par-dessus report, par-dessus report. Fait que, on comprend qu'il n'y a pas une intention réelle au niveau de Donald Trump. Puis peut-être qu'il n'y en a juste pas la capacité aussi parce que les tarifs se font challenger énormément par les tribunaux présentement. On dit que Donald Trump n'avait pas le pouvoir d'appliquer ces tarifs-là. C'est un pouvoir le pouvoir de taxation appartient au Congrès. Le Congrès ne peut pas lui déléguer ce pouvoir-là. Trump, pour arriver à ses fins, a utilisé des lois d'urgence, un peu comme pendant la pandémie. Il utilise des lois d'urgence pour arriver à ses fins, mais des lois d'urgence, il faut que tu démontres une urgence qui est vraie, qui est réelle. C'est tout un peu tiré par les cheveux. Il est comme en urgence nationale avec tous les pays de la planète en même temps. C'est challengeant en cours, ça ne tiendra peut-être pas. Les cours, par contre, sont lentes. Fait que c'est ça qui est à l'avantage de Donald Trump. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pays aussi qui calent le bluff un peu sur sa planète en se disant si j'étire la sauce, si j'attends, puis je niaise un peu dans ma négo, ben, il va peut-être être obligé de backtracker éventuellement parce que les midterms arrivent. Et de toute façon, il se fait challenger par les cours de justice. Fait que, il y a ça qui se passe de ce côté-là, mais somme toute, les Canadiens sont pas mal plus gagnants des tarifs que perdants, parce qu'à peu près tous les pays de sa planète se sont ramassés avec un tarif, puis nous autres, officiellement, on en a un,
mais il n'y en touche a pas pas vraiment. grand-chose. tu sais. Exact. Fait que, Exact. en bout de ligne, c'est pas Alors la que fin du les monde. autres pays n'ont pas ces ententes-là. Donc, eux, ça touche quasiment at large toutes les exportations de ces pays-là. Donc, effectivement, ça devient comme un avantage. Ben, c'est un avantage parce que les États-Unis, par exemple, mettons qu'il y avait un fournisseur européen, puis que là, le fournisseur européen, lui, se fait tarifer à 20 ou 25 ou 15 peu importe. Puis là, il se retourne vers le fournisseur canadien qui est un peu plus cher que l'européen. Puis là, il dit, lui, il n'y a pas de tarif parce qu'il est dans l'entente. Ben là, je vais prendre le fournisseur canadien demain matin. Fait que c'est sûr qu'on a été avantagé dans quelques départements de ce côté-là. Évidemment, on ne le sait pas, on ne le connaît pas parce que les ententes, on a l'impression que les Canadiens négocient directement avec les Américains, mais ce n'est pas les gouvernements qui négocient ensemble, c'est les entreprises qui négocient ensemble qui font leur truc. Là. Fait que on n'a pas la vraie mesure de tout ça, mais on se doute qu'il y a plusieurs entreprises canadiennes qui ont dû bénéficier des tarifs qui ont été appliqués aux autres pays sur la planète. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a des on dit ça, mais en même temps, je sais parce qu'il y a des gens qui m'ont raconté des histoires atroces sur des choses qui se sont passées pour des PME, des compagnies de transport, des gens qui ont été obligés de quasiment tout mettre au bat pendant quelques mois parce qu'il n'y avait plus rien qui se passait, surtout dans l'acier, l'aluminium, ces choses-là. Donc, ça, c'est les secteurs qui ont été touchés. Donc, on n'est pas en train de minimiser le drame que quelques entrepreneurs ont subi au cours des derniers mois. C'est clair que, regarde, les histoires racontées sont affreuses. Les gars qui font 20 ans, 25 ans qui ont leur business sont obligés de remettre quasiment leur maison en jeu parce que toutes les trucks sont arrêtés. Il n'y a plus aucun transport qui se fait depuis 3 mois. Les chauffeurs sont payés, les trucks sont là, l'entrepôt est là, mais il n'y a plus rien qui se passe. Donc, mais au moins, là, ça c'est reparti depuis quelques semaines. La beauté, comme on disait, c'est que ce genre de choses-là, c'est souvent un moment, mais ça finit par s'arranger d'une manière parce que tu au bout parles de la journée, tu as de besoin des choses. Tu parles de l'industrie du camionnage. C'est bien une industrie qui aurait besoin d'aide de la part des gouvernements, c'est bien celle-là. Puis quand je dis de l'aide, ce n'est pas des subventions. Présentement, il y a beaucoup de camionneurs qui vont vous le dire, c'est extrêmement difficile de passer bord en bord du pays parce qu'il y a des truckloads que tu peux prendre en Colombie-Britannique, mais tu n'as pas les mêmes normes et règlements partout où que tu vas aller. Fait que ça, c'est un shitload de réglementation qui devrait être vu. On sait qu'il y a le phénomène en Ontario où est-ce qu'on est capable de former des conducteurs très, 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 très rapidement avec des écoles de conduite un peu louches. Puis là, soudainement, ils se ramassent sur les routes partout au Canada, font monter un peu le prix des assurances. Fait que là, tu es là, tu te dis, là, il y a quelque chose qu'on pourrait faire au niveau canadien. Puis on pourrait justement simplifier la réglementation entre les provinces puis s'assurer qu'il y a une uniformité dans l'application des règles entre les provinces. Déjà là, ça nous aiderait beaucoup comme pays. Mais personne ne parle de ça. Personne essaie de faire cet effort-là. Tu as une couple de premiers ministres qui se rencontrent une fois de temps en temps autour d'un beigne puis qui se disent ben là, on va faire un effort pour. Mais la réalité, ils font rien. Ils font pas grand-chose. Ça avance pas vite, ces dossiers-là. Là. Pas tout. Hey, on a un gros 45 minutes total sur la version Prime avec notre chum Yann Sénéchal. Donc, si vous en voulez plus, allez vous abonner sur radiopirate.com. Vous savez la recette. We're gonna take on the world. Fresh. New the revolution. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Samuel Grenier pour un événement ce week-end. On jase avec Sam. Let's do it! Hey, ça va bien? Ouais, ça va super bien, merci, toi? Good, ben oui, finalement, on est content de te jaser. Hey, avant qu'on parle de l'événement dans la fin de semaine, parle-moi de ton tweet, puis j'imagine que tu en as parlé dans ton podcast ce matin. L'histoire des budgets par élève, là. Oui. C'est bon, ça, là. Oui, puis là, je vais taper là-dessus, moi, ça va être ma ligne, là. Là, il manque pas de cash dans le système, il manque pas de cash au gouvernement. Il y en a même trop. Alors là, on va conditionner le monde là, à se dire, non, là, vous envoyez trop d'argent. Ben c'est ça, patron. Et puis là, il y a du monde qui s'enrichissent à nos dépens puis qui se permettent de ne pas être efficaces. Puis il y a des postes qui devraient être coupés. Parce que là, de ce que je comprends dans ton affaire, là, si je le donne les chiffres de ton tweet, pour les gens qui écoutent le podcast en ce moment, c'est 10 481, c'était à la fin. Ça, c'est quoi? C'est 1989-90? C'est ça. Puis là, on est en 2022-2023, on est à 19 000, quasiment 20 000. Est-ce que là, je vois que tu as calculé comme l'inflation là-dedans? En dollars d'aujourd'hui et tenant compte de l'inflation. Ça fait que là, on compare vraiment des budgets par élève
pour les... Avec les mêmes dollars d'aujourd'hui. C'est ça, exactement. Donc, Parce ça veut que dire qu'en sinon, c'était 89, 90, 4000 c'est ça, c'était beaucoup moins que ça. Là. C'était 4000 cucs, mais là, je l'ai ramené en dollars d'aujourd'hui, tenant compte de l'inflation. Ben, c'est ça, le bug, c'est lui. Mais même si je me trompais de 5 000, là, même si on était de 10 400 à 15 000, on pourrait dire qu'il y a plus d'argent par enfant. Ben, c'est sûr. Bon, ben là, on est capable de faire une équation. On est capable aussi d'aller dans le milieu de la santé. On va être capable de sortir les chiffres. Et là, on va conditionner le monde. On va leur expliquer là, qu'il paye. Il y a assez d'argent dans sa coche. Ben, c'est sûr. C'est juste que... C'est probablement trop, même. C'est dans l'organigramme. Ça reste dans l'organigramme en haut et qui est de plus en plus lourd avec du monde qui gagne 200 000 $ pour être des hauts fonctionnaires, puis des fonctionnaires, puis des directeurs de ci, puis des directeurs de réunion. C'est du monde qui sont toujours en réunion, mais qui finalement, ils n'améliorent pas le sort de la personne qui reçoit les services en bas. Exact. Et donc, ils ont raison de se plaindre, là, les gens, là, quand ils se plaignent, mais qui arrêtent de trouver comme solution d'envoyer plus d'argent. C'est ça que j'aimerais qu'on change un peu. Puis, veux pas, quand on a des chiffres, les chiffres, on sait, là, les chiffres, c'est les chiffres. Donc, c'est pas une question d'opinion, c'est pas une question pas à droite, de... pas à gauche, là, des chiffres. Là. Non, exact. Les chiffres, c'est des chiffres. Exact. Hey, Sam, parle-moi un peu de l'événement d'en fin de semaine, parce que moi-même, je vais y être, puis j'ai besoin que tu me guides, puis inviter les gens à s'inscrire ou encore à s'intéresser à ce qu'il va y avoir en fin de semaine. Ça se passe samedi matin. C'est comme live, la patente, c'est ça que je comprends? Oui, c'est en direct, c'est en circuit fermé, mais c'est en direct de Paris avec des participations outre-mer, comme la tienne. On est très heureux que tu ouvres cette conférence-là. Hey, c'est rare que je dis oui une patente de même. Je le sais. C'est là-dessus que je trouve ça vraiment, vraiment plaisant parce que j'avais hâte. Je trouve ça vraiment le fun parce que c'est animé par André Berkoff. Puis je trouvais ça le fun, très à propos, que tu puisses être avec lui pendant une couple de minutes. C'est un peu à cause de lui, tu sais, parce que j'ai beaucoup de demandes pour des patentes. Puis à un moment donné, j'essaie de me limiter, puis j'essaie de dire le plus souvent non, parce que si je dis trop souvent oui, je serais pas capable de dire non à aucune. Ouais. Donc, mais tu sais, dans ce cas-ci, le gars est une sommité, c'est un bâtisseur de ce qu'on fait un peu, mais lui, il le fait en France. Il y a des choses qu'on en parlait cette semaine. Tu sais, lui, il a l'avantage d'être en France où le débat gauche-droite est beaucoup plus sain que le nôtre. Ça veut dire que les gens se parlent, même s'ils ne s'entendent pas, les gens sont capables de se parler. Je comprends que c'est plus dur que c'était avant, mais c'est quand même plus le cas qu'au Québec. Donc, c'est déjà un gros plus. Puis, c'est ça. Donc, c'est un gars qui fait un peu la même chose qu'on fait tous ici. Donc, un genre de leader européen, français dans ce qu'on fait. Puis on peut justement regarder ce que les autres sont en train de bâtir pour essayer de répliquer un peu la même chose ici. Bien, c'est un peu ce qu'on fait. Mais tu sais, eux autres le font bien, ils ont plus de moyens, ils ont plus de monde, mais ils le font bien. Donc, ça me faisait plaisir de faire partie de cette affaire-là ce week-end. Bien, on l'apprécie d'ailleurs parce que, écoute, il faut l'expliquer aussi que le journalisme, c'est ça, ils ont des enjeux, mais ils se bâtissent d'excellentes et de très belles carrières dans le milieu qui est non conventionnel, qui n'est pas le mainstream. Et puis, tu sais, on va parler du journalisme pendant 4 heures parce que, justement, ça ne se produit pas, ce genre d'émission-là. On verra pas ça dans le mainstream, évidemment. Ils n'inviteront pas des podcasteurs, des producteurs de contenu indépendants à venir dire qu'eux autres, ils se bâtissent une carrière sur le fait qu'il faut réinformer le monde, il faut travailler avec des fois les mêmes enjeux, mais les analyser d'une façon différente. Il faut offrir aux gens une alternative. Et donc, ça va être intéressant. Sam, toi, tu penses que malgré les contraintes financières de, mettons, des joueurs qui sont dans les mainstream, là, dans les médias ordinaires, dans les médias traditionnels, tu penses qu'à un moment donné, ils ne dropperont pas une partie du staff puis des dépenses qu'ils ont pour aller chercher des podcasters qui peuvent leur donner des choses même meilleures que ce qu'ils ont en ce moment comme panélistes, puis qui n'auront pas à payer parce que le podcaster lui va dire « Regarde, tu as juste à me mettre avec mon kit de podcast, puis avec ma plug de podcast, puis moi, c'est ça que je vais chercher en retour. » Parce qu'on le voit, on le voit beaucoup. Piers Morgan le fait en Angleterre. Tu as Fox News souvent qui en ont, Newsmax en ont. Il y a beaucoup de joueurs plus traditionnels qui commencent à embarquer. On voit de plus en plus les Charlie Kirk de ce monde à des endroits. Je comprends, tu me parles des États-Unis, c'est différent, mais moi, je pense que la pression économique, donc la pression budgétaire sur ces entreprises-là,
va faire comme à un moment donné, ils vont dropper. Tu sais, je regarde les panels, mettons, de LCN. Bon, les panels de LCN sont bourrés de monde qui coûte trop cher. Ils sont pas nécessairement très efficaces, ils sont pas nécessairement très bons. Ils parlent de toutes sortes de sujets dont souvent, ils sont même passés cette semaine, je voyais, ils sont sur le dossier de la mairie de Québec avec Sam Hamad. Mais c'est tout du monde qui n'ont jamais été maire, qui n'ont jamais été dans les villes, puis qui sont tous d'une autre ville que, mettons, Québec. Alors que les podcasters, il y en a de tout partout. Tu peux les avoir, tu te connectes rapidement. Moi, je pense que c'est... Je pense qu'on est je dis pas qu'on est à 6 mois de ça, mais d'ici 2-3 ans, même s'ils ne le savent pas en ce moment, il y aura de plus en plus de podcasters, même sur les radios FM. Il va y avoir des shows de podcast intégral achetés à des podcasters. Moi, c'est ce que je pense. Moi, je partage ton point de vue parce qu'on le voit. De toute façon, l'augmentation d'écoute se fait chez les podcasteurs. C'est là que l'augmentation d'écoute se fait. Et puis, par contre, il faut faire attention parce qu'il y a du mainstream qui s'en vient faire du podcast et qui, dans le milieu du podcast, vont insinuer qu'eux font les bons podcasts et que nous, on fait les mauvais podcasts. Non, donc, même là, ils vont venir dans notre table en disant non, mais nous, on a la bonne pensée. Donc, ce qu'on a connu dans le Cube, c'est un peu ça, là. Cube Radio, c'est un peu ça, là. Bien, ce qui va arriver, c'est qu'on va se faire investir. Il y a du monde qui vont venir chez nous, dans notre table, et qui vont vouloir nous déloger en disant non, nous, on le fait de la bonne façon. Nous, on a les bons propos. Nous, on a la bonne analyse. On a le bon angle. Comme ils ont fait dans le milieu mainstream, qui, à l'époque, il y en avait des échanges, il y en avait des débats, il y avait des émissions sur lesquelles les gens pouvaient se taper sa gueule. Mais, tranquillement, c'est devenu aseptisé. Et c'est devenu très contrôlé. Ouais. Et donc, moi, c'est pas ça que je veux voir dans le milieu de la production indépendante, comme tu le fais, comme je le fais, comme nous sommes de plus en plus nombreux à le faire, parce que on est capable, comme tu l'as souvent expliqué, de le faire avec un micro, un ordinateur, avec un équipement de base. On est capable maintenant d'être vocal. On est capable maintenant d'imposer son angle d'analyse, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, autrement que d'écrire une lettre dans un journal qui était filtré avant même d'être publié, puis le sujet était déjà... Ou les lignes ouvertes dans le temps de la radio AM, où c'était toujours engagé, puis finalement, c'était toujours les 7-8 même qui avaient le truc pour parler. Ah, et aujourd'hui, si tu appelles dans une ligne ouverte à des émissions de radio très connues à Montréal, t'es filtré. Donc, si ton opinion ça l'était avant. Pas, Moi, j'ai mes premières années étaient au AM en 84, 85, 86. Je me rappelle, Denis Lévesque, sa recherchiste Francine parlait avec les gens puis elle leur demandait leurs idées avant de rentrer en ondes. Quand il y avait trop d'idées qu'elle n'aimait pas, elle disait « Ben là, on a déjà eu cette idée-là, là. On n'en reprendra pas. Là. OK, à la prochaine. » C'est le même que ça marchait, là. C'est ça. Alors, tu sais, c'est là qu'on se rend compte que l'information est disponible. Comme je vais faire le parallèle tantôt quand je disais qu'il y a assez de cash dans le système pour éduquer tous les enfants puis soigner tout le monde au Québec. Il y a assez de cash, mais il y a assez d'informations pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions, qu'on mette au pouvoir les bonnes personnes. Mais malheureusement, c'est filtré, c'est contrôlé, c'est organisé, c'est orienté, ce qui fait en sorte que, oui, il faut parler de l'état du journalisme dans le monde. Et c'est le fun de faire un parallèle avec la France-Québec, parce que c'est mes productions. Les productions France-Québec, c'est ce que ça vise également, de faire le pont entre ce qui se passe en France à 6000 km d'ici et le Québec. Et on va pouvoir avoir un échange, ma foi, qui va être vraiment intéressant. On va pouvoir parler des carrières respectives, mais aussi de l'état des lieux et c'est quoi les enjeux et est-ce qu'on est capable d'avoir des carrières dans ce milieu-là en étant dans ce monde non conventionnel et puis de produire, d'en vivre et d'intéresser de plus en plus de personnes. Je crois que oui, moi, c'est ma prétention. Mais il va falloir offrir de la qualité, du contenu, il va falloir avoir de la rigueur, il va falloir que nous aussi, on soit capable d'analyser les trucs et de ne pas reproduire les erreurs qu'on a vues dans le mainstream, c'est-à-dire de se parler entre nous et d'être une gang qui analysons tout le temps la même chose en évitant le débat. Exact. Ben oui. Écoute, on aimerait ça avoir le débat. Là. Moi, je pense que les gens comme nous autres, les gens de plus conservateurs, plus de droite, aiment parler beaucoup avec des gens qui... Moi, la minute que quelqu'un... Tu sais,
J'ai un gars de l'actualité qui est venu, là, Simon. Je savais très bien qu'il était à gauche, puis je savais très bien que c'était pas un fan de Jeff Fillion, mais moi, c'est... Oui, gars, viens-t'en. Sauf qu'à l'inverse, ils veulent pas nous voir. Donc, ça, je sais pas comment on va faire à un moment donné pour essayer de convaincre ces gens-là que tout le monde va gagner si on se parle. Puis de pas... Tu sais, eux autres, ils font semblant qu'on mérite pas d'être entendus parce qu'on est tous des nonos. Moi, je pense que dans le fond d'eux autres, c'est bien plus parce que ils ont peur de perdre la joute oratoire entre nos idées et les leurs, parce qu'ils savent qu'on a du bagou puis qu'on a des arguments puis on n'a pas qu'à la faire. Donc, ils ont peur de perdre. Mais j'ai de la misère à comprendre que dans les médias traditionnels, mettons, je vais prendre la joute de Paul Larocque. Tu sais, il y a un budget, il y a une personne qui coûte cher, il y a une équipe de production, il invite 3 personnes. Les 3 personnes ont à peu près, somme toute, le même discours. Oui. Je veux dire, tu peux pas gagner de code d'écoute. Si tu déposes ça sur YouTube, tu n'auras pas de vues, tu n'auras pas... Tu sais, à un moment donné, si tu amènes quelqu'un qui vient mettre le bordel, s'il t'invite, s'il invite quelqu'un d'autre, il invite Yann, peu importe qui invite, puis que finalement, la personne est là, puis il sac le bordel, puis les 2 autres sont sur le bord de s'arracher les cheveux, ça peut juste faire un bon show. Tu sais, à un moment donné, mais ils veulent pas. Il va falloir réussir un moyen de les convaincre. Ils veulent pas parce qu'ils veulent pas nous donner de visibilité. Leurs premiers arguments, c'est de dire, c'est parce que si on l'invite, ça va lui donner de la visibilité. Le gars, il a son propre podcast. J'ai été invité à un débat comme ça dans une radio d'une station de ma jeunesse pendant le temps de la COVID. Et puis, ils ont reconnu que ça avait été un bon débat, un très bon échange. Mais après ça, ils ont dit, ouais, mais le gars, c'est parce qu'il fait de l'argent avec ça. Donc, immédiatement, ils vont taxer. Puis ils vont nous attaquer sur des trucs assez simples. Hein? Ils vont nous attaquer sur le fait qu'on produit sur nos tables de cuisine, dans nos sous-sols. Ils vont nous attaquer sur des éléments qui sont hors des arguments sur lesquels on pourrait se battre. Et mais Tucker Carlson a des millions de vues, puis il est dans sa cuisine. Exactement. Quoi, puis, il y a des émissions à Télé-Québec qui sont produites, qui ont moins de codes d'écoute que les miennes. Alors, et qui sont produites mais c'est ce que je partais pour te dire, d'ailleurs, Sam. C'est qu'à un moment donné, c'est nous qui vont leur donner de l'exposure. Oui. Tu comprends-tu? Ça va comme virer de bord, la patente. Je pense qu'ils ont besoin plus de nous qu'on a besoin d'eux. Parce qu'eux, ils ont du monde encore, mais ils ont du monde, ces pelules qui achèvent. Donc, ils n'ont pas notre crowd, ils n'ont pas la crowd, ils n'ont pas la crowd des autres podcasters plus jeunes. À un moment donné, ils vont avoir besoin, c'est l'inverse. C'est eux qui vont avoir besoin de nous pour survivre. À un moment donné, ils vont pas. Tu as parfaitement raison. D'ailleurs, ils ont des segments dans lesquels ils vont reprendre certains de nos propos, et leur but, c'est de nous ridiculiser, mais on voit qu'ils nous écoutent. On voit qu'ils sont sensibles à ce qu'on écrit et à ce qu'on publie. Donc, ça veut dire qu'on vient les déranger. Et ils doivent s'en faire parler à l'occasion et à micro fermé. Je sais qu'il y a des gens qui se tiennent au courant de tout ce qu'on dit, de tout ce qu'on publie. Il y a des gens qui se tiennent informés et il y a des gens qui veulent savoir. Ils veulent nous avoir pas très loin. Et l'augmentation se fait chez nous. L'augmentation de l'audience, l'augmentation du nombre d'heures d'écoute se fait chez nous. Donc ça, c'est mathématique. Tu n'as pas besoin de me vendre ça. C'est exactement ce qui se passe. Puis, si j'étais encore un opérateur de radio FM, Sam, je te le dis, là, je ferais chaud du matin, chaud du retour, tout le reste de la grille. Si mettons sur une station parlée. Tout le reste de la grille au complet, je m'entends avec des podcasters, puis je mets leur podcast, puis ils font leur argent avec la pub qu'ils vendent, etc. Puis, regarde, il y a un genre d'échange qui se fait à certains niveaux, au niveau financier. Mais ça couperait les budgets de ces radios-là de probablement 50% facile au niveau juste de la production. Le podcaster est gagnant d'une certaine manière. Tout le monde est gagnant. Regarde, je veux dire, c'est là que il y a une forme de liberté dans le podcast. Puis c'est pas juste dans les... Je comprends que les gens pensent qu'on peut dire ce qu'on veut dans les podcasts, c'est plus ou moins vrai. Il y a quand même des lois au civil qui protègent un paquet d'affaires. Là. Mais je veux dire, le fait de prendre le temps de se parler, c'est le rythme, c'est un paquet de choses que la radio traditionnelle n'a pas encore compris. Il faut prendre le temps de s'installer les 2 pieds sur le pouf, on vapote un peu, on prend un drink, on jase. C'est ça le mot du podcast. Et c'est ça qui est en train de révolutionner. Oui, le commentaire qui est fait dedans, mais c'est le mood en partant qui est probablement le plus important que les gens n'ont pas encore compris. C'est justement pour ça que le faire dans un sous-sol, le faire dans ta cuisine, le faire dans ton salon,
ça importe peu. Il faut que les gens soient à une place où ils sont bien, puis qu'ils sont à l'aise, puis qu'ils n'ont pas l'impression d'être dans un genre de studio qui ressemble d'une place où tu te fais jouer d'un dent d'un bureau de dentiste, puis que finalement, tu es juste stressé, puis tu as juste hâte que ça finisse, puis l'animateur aussi a hâte que ça finisse. C'est ça la différence. Puis c'est ça moi, je pense que c'est ça qui est en train de gagner. Et oui, et le fait qu'il y ait moins de commandes. Dans le balado, dans le podcast, la commande n'est pas la même. Donc, justement, le fait de pouvoir exprimer une opinion, le pouvoir exprimer son analyse et de l'argumenter, d'avoir le temps de le faire, d'avoir le temps de jaser avec son invité ou avec la personne qui contribue à ça, justement, tout le monde y gagne. Et c'est ce qu'on a perdu avec le temps. La radio parlée conventionnelle, commerciale, est rendu inaudible par juste le nombre d'annonceurs, juste le nombre de coupures et puis une intervention. Donc, le podcast, veut pas, il va chercher un besoin. Là, tu sais. Et puis, on a besoin de ces conversations-là. On a besoin de se parler entre nous. On a besoin de discuter des enjeux qui touchent tout le monde. Et puis, on se rend compte aujourd'hui que notre sujet va intéresser du monde à 6000 km. Oui. Et on est capable de le rejoindre parce que les lois auxquelles on est obligé de s'adonner, nous autres, c'est des règles du gros bon sens. Exact. Est-ce qu'on est avec quelqu'un qui apporte sur un sujet, puis son angle d'analyse, est-ce qu'il nous fait réfléchir, puis est-ce qu'il fait avancer la discussion? Ce qu'on a perdu dans les émissions, exemple d'affaires publiques ou de discussions dans le milieu conventionnel. Ça fait qu'on va pouvoir faire le tour de tout ça samedi. Ça va être bien intéressant. Donc, raconte aux gens, pour les gens qui veulent se joindre, Sam, comment ils vont faire pour se brancher, comment ils font pour payer, à quelle heure ça commence, est-ce qu'ils peuvent écouter en différé, comment ça fonctionne? Ouais, nous, ça fait plusieurs fois qu'on fait ça. Quand on fait des conférences, on les diffuse, sont en direct et les gens peuvent toujours, ils obtiennent un lien, ils peuvent toujours la réécouter, cette conférence-là, pendant un mois. Okay. Donc, le lien est valide pendant un mois, mais ils peuvent l'écouter avec nous autres en direct, tant mieux, joignez-vous à nous. Et puis, l'émission est diffusée de Paris, on a loué un studio là-bas, mais des intervenants vont y aller grâce à la vidéo. Et puis, c'est minimum 4 heures, mais on pense aller vers les 4h30, 5 heures, au maximum 5 heures. Donc, vous achetez votre lien directement sur le site de samendirect.com. Il y a un lien qui vous amène directement à la billetterie. Donc, vous allez recevoir un courriel. C'est votre lien, c'est exclusif. Et puis, vous écoutez l'émission avec nous ou après, vous aurez le même lien. Vous allez pouvoir appuyer dessus puis l'écouter par la suite pendant un mois jusqu'au 6 octobre prochain. Donc, c'est une production des Productions France-Québec, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, c'est peut-être notre 12e conférence là, qu'on fait. Celle-ci, de particulier, c'est qu'elle est uniquement offerte en virtuel. Elle n'est pas offerte en salle comme on fait habituellement. OK. Donc, qui est invité? On a parlé de qui sera l'animateur, mais je veux dire, qui sont les invités? Il y a des invités du Québec et des invités de la France? Effectivement, Jérôme Blanchet-Gravel, Mike Borowski, toi, Corinne Lalo, Julie Lévesque, Dominique Moret, Éric Morillo, Myriam Palomba, Alex Poulain, Yvan Riofol. Donc, tout du monde qui gravite dans le milieu du journalisme de façon qui ont été dans le mainstream ou pas, qui ont bâti leur audience par la suite, leur podcast, leur balado, leur émission, et qui sont à l'écran de façon ou à l'antenne, là, qu'on les entend quotidiennement ou en tout cas à toutes les semaines. Et puis, donc, il y a Dominique qui était journaliste, là, qui est animateur maintenant, là, mais lui, il était journaliste et on va pouvoir parler du métier de journaliste comme il était auparavant. Puis, c'était quoi l'objectif avant? Aujourd'hui, on a délaissé beaucoup le journaliste comme on le connaissait pour être beaucoup plus dans l'opinion. Et puis, cette opinion-là, ils disent que non, là. Ils disent que non, mais ils sont pas mal. Même dans des textes, pas d'opinion, il y a de l'opinion. Là. Il y a des commandes parce que sinon, c'est drôle leur affaire parce qu'ils sont pas mal en synchro. Là. Tu sais, quand il y a un sujet là, qu'on voit là, que, je veux dire, ils sont pas mal tous là-dessus. Alors, soit ils s'appellent, soit ils ont des meetings ou en tout cas, ils sont influencés à quelque part. Ils ont un groupe Telegram. Moi, je suis certain qu'ils ont un groupe Telegram. Je suis certain de ça.
Non, ils ont les mêmes liners, ils ont les mêmes affaires, ils ont les mêmes c'est sujets. clair. C'est sûr qu'ils sont organisés. C'est Hey, Sam, clair. merci. Hey, Sam, on s'en Merci. reprend. On jasera de temps en temps. Voyons. Les jaseux, hein? Ah, c'est un jaseux. Hein? Je sais que Sam, c'est un jaseux. Eh oui. Donc, Merci, donc les gars. lâche pas, Sam, puis on se reprend, on jasera, puis oui, on se voit en fin de semaine. Donc, rendez-vous ce week-end. Juste redonner le lien pour les Je gens vais qui le veulent mettre, acheter. dans le podcast, de toute façon. OK. Il Dans va la le mettre. description du podcast, je vais le mettre, mais Sam, tu peux le redonner. Oui. Sinon, ben, vous allez sur samandirect.com, premier onglet en haut, achetez votre billet pour la conférence virtuelle de ce samedi. Parfait. Ça débute à 10h. Merci, merci Jeff, merci à l'équipe. 10h samedi, on est là. Sam Grenier est avec nous autres sur Radio Pirate. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! La 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 la. Ting, ting. On lance le week-end. Oui. J'ai soif. L'aubergiste. Bing, bing, bing. L'aubergiste. C'est tout ce qu'on s'en va? Où? On s'en va à LaGuardia. Oh, c'est bon. Non. Pas l'aéroport de New York. Non. Non. Une petite cité médiévale de 1500 habitants dans le nord de l'Espagne. Oh. C'est là qu'on s'en va. Ça s'appelle LaGuardia. C'est drôle, là, pareil. Hein? Donc, on est dans le nord de l'Espagne, une région que pas mal tous les amateurs de vin connaissent, La Rioja. On va le dire, là. C'est la région numéro 1 des vins espagnols. Oui, il y a de la chicane, là, mais La Rioja, c'est des vins fins, des vins avec une élégance, les grands vins de La Rioja, etc., etc. Donc, La Rioja, ça fait... Puis c'est un coin de pays tout à fait extraordinaire. Et là-bas, tu sais, dire, il y a des bodegas tout à fait fantastiques. On dit bodega dans le sens qu'on c'est des maisons de vin. Hein. On va le dire comme Une ça. bodega, c'est... Non, mais explique donc, c'est quoi une bodega? C'est-tu comme une SAQ, mais Non, privée? non, une bodega, c'est un vignoble. Ah, c'est un vignoble. C'est Ok, ça, ok, exactement c'est ça. un vignoble. Ah, Oui. C'est un domaine viticole. OK. Et il y a comment dire, il y a un domaine viticole qui est assez immense. Et ce domaine-là, c'est CVNE. Donc, c'est le code. Donc, eux autres, là, c'est des, comment dire, ils ont des grands vins espagnols, OK? Ils sont propriétaires de 6 domaines, mais qui leur appartiennent à eux autres. Les Espagnols, ils vont dire Cuné. Mais en réalité, c'est un V, la deuxième lettre, mais ils vont dire Cuné. Et ils ont des vins que tout le monde connaît, comme l'Impérial, le Cuné. Il y en a plein d'autres, là. Puis ces vins-là, c'est des vins très réputés en Espagne, très connus en Espagne, très bu aussi. Et il y a un vin que vous connaissez sûrement, le Vina Real. Le Vina Real, c'est, comment dire, c'est un pur classique des classiques. Tu sais, le Vina Real, c'est très, très classique. Et si vous avez la chance, allez googler Vina Real, le bâtiment. Donc, tu mets bâtiment, on va le dire en français, bâtiment Vina Real, Espagne. Vous allez voir la place, l'ampleur de la bâtisse. Donc, une bâtisse qui était, c'est capoté parce qu'il y avait une genre de petite mini bodega qui était là, mais ça a tout été rénové en 2004. Et là, c'est immense, avec des tonneaux à perte de vue, avec une grotte qui a été creusée. C'est une place, c'est un chai tout à fait capoté, là. Capoté. Beaucoup de wine tour qui passent par là. Dans ce fameux bâtiment-là. Donc, si vous faites Vina Real sur Google, la bâtisse, vous allez capoter. Donc, en Espagne, ça, il faut connaître ça. En Espagne, ils ont un système pour classer les vins différents d'ailleurs. Ils ont leur propre système. Et même les régions
ils ont leur propre système. Il y a un système national, mais des fois, dans les régions, il y a des petites affaires qui changent par rapport à l'autre. Mais en gros, si vous avez un vin qui s'appelle, vous voyez sa bouteille marquée Joven, ça veut dire jeune, Joven. Donc, c'est un vin qui est, OK, on fait du vin, on fait le jus, puis on met le jus dans la bouteille. Donc, c'est un vin qui est jeune, Joven. Roblé, c'est, on fait du vin, on a le jus, et ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre le vin 1 mois, 2 mois en tonneau, pas plus, 3 mois maximum, et après, on va le mettre dans la bouteille. Si on l'a Crianza, on le voit souvent sur les bouteilles de vin espagnol, Crianza. Crianza, c'est de la barrique, minimum, à peu près quoi? À peu près 6 mois de barrique et 2 ans de bouteille. Donc, quand ils mettent le vin dans la bouteille, ils ne peuvent pas le mettre sur la tablette pour le vendre. Ils attendent, il faut que le vin continue à vieillir en bouteille. Mettons, 6 mois, 2 ans de bouteille. Réserva, 12 mois de barrique, 3 ans de bouteille. Grande Réserva, 18 mois de barrique, 50 bouteilles. Ça, c'est comme une espèce de classement, si on peut dire, des vins espagnols. Puis c'est ça qui est capoté des vins espagnols. Souvent, tu vas arriver, tu vas voir des grands réservoirs à la SAQ. Tu vas dire, hey, c'est une bouteille de 2015 quand même. La bouteille, il y a 10 ans. Elle vient d'arriver à la SAQ. Elle était dans les caves pendant tout ce temps-là. C'est la beauté des vins espagnols. Moi, j'aime beaucoup leur classement, c'est très, très clair. Donc, à la SAQ, on parle du Vino Real. Il y a le Grand Réserva, qui est 48 et 50 la bouteille. Quand même très bien coté, là, 92 points. Regarde. Le Vino Real, c'est un vin qui est relié au sang. Sangre. Pourquoi je dis relié au sang? C'est une expression vraiment là, espagnole. Relié au sang, ça veut dire quoi? Ça prend du bœuf. Bœuf. Donc, quand vous mangez un steak, il est bleu, ou il est saignant, ou il est rosé. Bien cuit, on l'oublie. Donc, ça prend du sang. Donc, il faut voir du rouge. Donc, c'est ce vin-là, vin rouge, qui se boit avec une viande. Mais il faut voir du rouge, il faut voir du sang. Ça va ensemble. Vino Real, ça prend du sang. C'est ça que ça prend. C'est très bon qu'un spaghetti, mais c'est pas la patente. Là. La patente, c'est que ça prend vraiment du bœuf. Moi, je ne suis pas un gars de steak bleu, je suis un gars de steak saignant. Ma blonde, elle aime un steak rosé. Pas bien cuit, là. Rosé. Moi, je suis dans le saignant. Il y a le rib steak ne peut pas être saignant. Non, c'est ça, exactement. Le rib steak, il faut que les jus se promènent. Donc, il faut qu'il soit minimum saignant. Puis quasiment un petit peu saignant, médium saignant. C'est ça qui est passé un petit peu de l'autre bord. Exactement ça. Mais la surprise, le deal, c'est lui. C'est le Vino Real, mais le Crianza. Le Crianza, qui est coté 90 points Atkins, 91 points Parker. Il y a 2 stickers sa bouteille présentement. Mais il y a un sticker qui n'est pas sa bouteille. Puisqu'ils viennent de le ramasser. Ils viennent de se faire coter là, il y a quelques temps. Mais qui n'est pas sa bouteille. 93 points Suckling. Attends un peu, là. 90, 91, 93 points pour une bouteille à 18 piastres. Il n'y a pas beaucoup de vin qui a ça, là. Je pense que c'est pas mal le seul, à ma connaissance. Donc, 93 points James Suckling pour ce Crianza, parce que c'est même pas le grand réservoir à 48 piastres, là. C'est le Crianza qui est tout à fait magnifique. Là. Donc, je suis allé voir sur le site directement, j'ai dit, parce que c'est le 2021 présentement qui a la SAQ. Et lui, parce qu'on sait que les vignerons, les maîtres de chais, les énologues, les autres, ils vont jouer, ils vont. Donc, lui, c'est un Crianza, mais lui, il a fait 14 mois de tonneau. Je suis allé voir. Lui, il a fait parce qu'il avait besoin de vieillir un peu plus.
Ce vin-là est fantastique. Donc, à l'œil, nuance violacée, typique de la Rioja. Et je vais vous lire la description de la maison. C'est pas moi qui le dis, c'est la maison. C'est eux autres qui vous passent le message. Donc, intensité aromatique de petits fruits et de canneberge. On est vraiment sur la canneberge. Puis, ils ont raison. Après ça, il s'ajoute un peu de muscade, réglisse noire et au loin, la vanille. Bel équilibre des tanins mûrs et plein de fraîcheur. C'est exactement ça. Tu peux pas dire... C'est la définition parfaite du Vinat Réal. Donc, je répète, un vin de la Rioja, un Crianza, Vinat Réal, 13,5 % alcool, 2,2 grammes de sucre au litre, 18,90 $. Oui, c'est 90 % Tempranillo, c'est normal. On est dans le nord de l'Espagne. Tempranillo. Oh, un petit peu de Grenache dedans, un petit peu de Mazuelo. Mazuelo, c'est le Carignan. 18,90 $. Quel deal! Non, quel deal incroyable. Vraiment. Là. Puis, en ce moment, il y a du stock à SAQ, mais c'est le genre de vin qui... C'est le genre de vin qui part vite. Là. Quand le stock arrive, ça part assez vite. Mais il y a beaucoup de stock présentement. C'est le 2021. Et puis moi, j'y ai goûté au 2021 parce qu'il est là depuis il est là depuis tout le temps, ce vin-là. Là. Ça existe depuis tout le temps. Et je vous le dis, excellente année. Là. Vraiment, là. Puis si vous voulez garder, mettons, t'achètes une bouteille, t'achètes 2 bouteilles. 18 piastres. Une bouteille pour tout de suite, puis une bouteille pour faire dodo. Ça peut faire dodo un bon bout. Là. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, Vinat Réal, c'est un excellent deal. Ça lance le week-end, les amis. Oui, monsieur. Donc, on était dans une belle place. Il nous fait toujours voyager, notre ami l'aubergiste. La Guardia, dans le nord d'Espagne. La Guardia. Donc, bon week-end. Je sais pas, côté météo, comment ça a l'air. Là. J'ai de la misère à comprendre tout ce qui se passe. Mais, regarde, on va trouver du soleil. Écoute, en fin de semaine, pour prendre une bière, pour prendre du vin de La Guardia. Il y a plein d'activités pour le faire. Là. Oui. On peut le faire avec rien, mais quand il y a du football, quand il y a du tennis. C'est Monza pour la F1 en fin de semaine. Hey, my God. C'est sûr que c'est le bonheur le matin, là, mais quand même. Donc, bon week-end, tout le monde. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate.